suis ingénieure chimiste. Ensuite, j'ai fait une thèse en chimie, biochimie à l'université d'Oxford. Et après, par contre, je suis tout de suite partie dans une... à l'époque, c'était une start-up. Aujourd'hui, c'est une société qui a été rachetée par AstraZeneca. Donc là-bas, j'ai été impliquée dans le développement d'anticorps thérapeutiques dans les années 90. D'abord sur des fonctions de recherche, ensuite sur des fonctions de gestion de programmes de plus en plus gros, et puis ensuite à la direction d'un département. Voilà. Ensuite, pour des raisons personnelles, je suis venue en France. Et puis voilà, parfois dans la vie comme ça, je me suis retrouvée à Grenoble. Il n'y avait pas vraiment d'industriel pharmaceutique, donc j'ai fait un MBA. Et puis je me suis retrouvée à faire de l'investissement un peu par hasard, parce que quand on m'a embauchée, je me suis dit mais on va jamais m'embaucher pour un job comme ça, parce que j'y connais rien à la finance, sauf mon MBA. Mais en fait, faire de l'investissement quand on prend des startups très très jeunes, c'est en fait finalement très peu de finance. En fait, la finance, c'est la partie facile, c'est vraiment de comprendre les différentes facettes du projet d'entreprise. Et du coup, avoir une expérience opérationnelle est tout à fait intéressante à ce titre-là. Donc voilà, c'est un métier qui me plaît beaucoup. Ça fait maintenant 12 ans que je le fais. On a réalisé beaucoup d'investissements chez ces investissements, une centaine de start-up. Historiquement, on a 70 sociétés en portefeuille, à peu près ce qu'on appelle 110 millions sous gestion. Et on a à peu près le tiers du portefeuille qui est issu du CEA, mais les 2 tiers qui sont externes au CEA. Et je vais faire la jointure. Donc on se connaît avec Franck, je pense, depuis, ça doit bien faire 2009. Voilà. Donc on s'est rencontrés très très tôt dans le processus de genèse du projet Terra Nexus. Et puis on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est intéressant de voir le parcours qu'on a fait l'un et l'autre sur ce projet, qui est aujourd'hui un projet du coup qui atteint une très très belle maturité à plein de niveaux, et on en reparlera. Franck. Donc bonsoir, merci aux organisateurs de m'offrir cette belle opportunité d'avoir un de mes actionnaires principaux qui vient discuter avec moi et challenger la question de la relation entre investisseurs et entrepreneurs. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Donc moi j'ai un parcours très académique à la base, je suis normalien, ensuite j'ai fait donc ma carrière au CEA. Dans le domaine des maladies à prions. Donc, j'étais en charge d'une équipe de recherche qui était vraiment très axée sur le fondamental, en particulier donc relation entre comprendre l'interaction entre les cellules microgliales et gliales dans la perte neuronale du prion. Donc vous voyez, on était quand même très très loin en termes d'application industrielle immédiate. Et dans le contexte de nos recherches justement sur les maladies à prions, de façon inattendue, on s'est rendu compte que certaines cibles dans le cerveau, en particulier donc les connexines gliales pour ceux qui sont des neurosciences, étaient capables de modifier considérablement le profil d'activité de médicaments comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, les psychostimulants. Et donc, c'était quelque chose d'inattendu. C'était pas du tout sur le prion, c'était sur nos animaux témoins, puisqu'on essayait de comprendre quels étaient les liens entre la perte neuronale et une réaction astrogliale très particulière dans le cas du prion. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on avait fait cette première observation, on l'a consolidée avec de multiples expériences sur différents psychotropes. On s'est rendu compte qu'on avait effectivement cette capacité à modifier le profil d'activité. Un premier brevet a été déposé. À ce moment-là, au CEA, généralement, les activités de valorisation s'orientent soit vers aller chercher une licence directement à partir de brevets qui sont déposés par des équipes de recherche, soit éventuellement par de la valorisation par création d'entreprise. Ça a été un moment très important, je dirais, dans ma vie, ce choix-là, parce qu'au départ, moi, j'avais vraiment, je me réjouissais dans l'activité de chercheur et dans ce qu'on réalisait sur les maladies à prions. Et c'est vrai que, compte tenu du potentiel, du fait aussi que je partais pas seul, parce que je suis parti avec Mathieu Charveria, qui est mon associé,
et qui est le directeur scientifique de la société maintenant, qui était en thèse dans mon équipe au moment où on a identifié cette technologie, et que le challenge de valoriser, d'aller plus loin et d'éventuellement de réaliser une entreprise autour de ce concept-là m'a attiré. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Célia, puisqu'au CEA, il y a des dispositifs qui accompagnent justement ce processus de valorisation par création d'entreprise. Je peux vous interrompre pour vous poser la question, parce que je pense que ça va intéresser. Qu'est-ce qui a fait ce déclic qui vous a donné envie, comme vous dites, de créer l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que c'est avant tout basé sur le potentiel que j'ai vu à ce moment-là de la technologie. Et je pense qu'il y avait... Enfin voilà, j'arrivais sans doute peut-être à un tournant aussi personnel. Et je trouvais que c'était une très belle opportunité d'opérer ce virage, et ça m'a tenté. Et fort heureusement, j'étais assez insouciant sur ce que ça représentait réellement, et je pense qu'il faut le rester le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, je pense que je sous-estimais beaucoup de choses. Mais voilà. Précisément, c'est difficile à dire s'il y a vraiment eu un moment. Je pense que ça a été l'accumulation petit à petit d'arguments qui ont fait que je voyais les applications, je voyais l'enjeu aussi de partir développer, de concrétiser, de rendre concret une de mes recherches. Je pense qu'il y avait de ça. Et puis c'est vrai que je trouvais l'idée séduisante de me construire une société, d'avoir des équipes qui vont contribuer justement à développer des médicaments. Enfin voilà, il y avait tout ça qui a fait que, au final, il y a un moment donné où la décision était prise. Je me souviens très bien de ce matin où j'ai demandé un rendez-vous au directeur du laboratoire et de l'Institut. C'était à 100 mètres de Régimbault, dans un café, et on allait pour une réunion sur les premières briques de propriété intellectuelle, et je lui ai dit, je lui ai annoncé, voilà, j'ai décidé de me lancer dans le projet de création d'entreprise et de porter le projet avec Mathieu. Donc il a fallu convaincre, parce que forcément, pour un directeur d'institut, il y a aussi ça à construire, la perte d'une activité de recherche, puisque la personne s'en va avec le projet. Donc voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Et ça, vous avez eu peur de franchir ces pas? Ouais. Bon, nous avons quelqu'un de normal, un être humain normal. Ouais, et j'ai toujours peur. Non, j'ai eu vraiment peur. Il y a des moments où je me suis dit, ouais, il y a une part de risque, clairement. Et puis, bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être très accompagné, donc je vais pas me plaindre, mais on rentre dans une zone d'inconfort par moment, quoi. Personnel, c'est... Voilà. Oui? Je voulais juste faire une remarque, comme quoi dans les laboratoires académiques, des fois on n'est pas spécialement bien entouré, c'est pas facile de trouver à quel moment une idée est valorisable. Je pense que vous avez eu de la chance au CEA d'avoir peut-être des personnes qui étaient dans le bureau d'à côté pour leur demander, mais au sein des laboratoires académiques, c'est pas si facile de trouver quand est-ce qu'une idée est valorisable. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance au CEA, parce qu'il y a, je pense, dans l'ADN du CEA, enfin, en tout cas une culture de la valorisation qui est ancrée. Moi, je viens d'un laboratoire qui a mis au point le test de la vache folle, et qui, voilà, enfin, où derrière a généré des revenus considérables au CEA, puisque tous les animaux d'abattoir étaient testés dans toute l'Europe grâce à ce test-là, qui a été valorisé auprès d'un industriel. Donc il y avait de toute façon au sein de l'équipe et en général au CEA, ça je vous rejoins complètement. Après, je crois qu'il existe maintenant beaucoup de formations aussi, et moi je pense que c'est très important de pouvoir se familiariser justement avec
ces objets, de comprendre ce que c'est que la valorisation d'une technologie, de transformer une technologie en une innovation qui peut devenir un produit. Donc ça, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous. Après, j'ai l'impression que de plus en plus, quand même, des structures se mettent en place, y compris dans les écoles doctorales. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de thèmes qui sont abordés, mais je vous rejoins sur le côté pratico-pratique qui n'est pas forcément toujours dans la culture immédiate, quoi. À quel point c'est faisable de partir avec son idée ou avec son projet? Ah, c'est pas mon idée d'abord. Donc, non, d'abord, c'est toujours un travail commun. À quel point c'est faisable? À partir du moment où vous arrivez à convaincre qu'il y a des vertus à aller créer une entreprise à partir de la technologie, je pense que les gens seront plutôt à suivre derrière pour pousser pour qu'il y ait une valorisation. Après, si la technologie ne permet pas de rejoindre un marché ou n'est pas mature, c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser. Mais je pense que le fait de partir, comme vous dites, avec votre idée, je pense qu'à partir du moment où le laboratoire n'a pas vocation à le valoriser d'une autre façon qui semble être la meilleure façon, votre façon sera la meilleure sans doute. Mais je peux quand même, Franck, tu as fait preuve aussi quand même de beaucoup de persistance, parce qu'au début les gens étaient sceptiques quand même sur ton approche qui est originale, et tu as su les convaincre et ça a pris du temps quand même. En fait, à part la partie théorique du projet, certainement à la création du projet, il y a des parties qui sont business development, finance, logistique, qui ne sont pas nécessairement la partie majoritaire de votre formation qui a été principalement académique. Donc comment vous avez fait au moment de création d'entreprise? Est-ce que vous avez recruté des personnes? Est-ce que vous avez fait des formations pour... Là encore, je me suis entouré, parce que c'est clair que je ne suis pas compétent là-dedans. La question est de savoir dans quoi je suis compétent maintenant. Comme j'ai quitté ma zone de confort, qui était plutôt dans la recherche en neurosciences. Mais non, on s'entoure. J'ai eu aussi la chance de pouvoir suivre une année dans un parcours à HEC, en formation en entrepreneuriat. Ça aussi, c'est vrai que c'est une chance que le CEA nous offre de pouvoir participer à ce genre d'événements qui permettent vraiment de se mettre dans un mode, mais sachez que ces formations-là, vous pouvez les obtenir par des financements, et donc c'est apporté aussi de beaucoup de monde. Et c'est pas des formations qui sont excessivement onéreuses, et il y a beaucoup de structures qui accompagnent pour que vous puissiez faire ces formations. Des incubateurs, des pépinières, le concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la création d'entreprises, où vous n'avez pas besoin d'être créé pour toucher l'argent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous permettent d'être accompagné. Et moi, en fait, cette période-là, donc c'était 2009-2010, c'est la période où j'ai réalisé, entre guillemets, ma révolution culturelle, où j'ai opéré la transformation entre, je dirais, pour l'anecdote, quand je suis allé au comité de sélection de cette formation à HEC, j'avais un jeu de slides où je présentais le marché de la dépression. À l'époque, le marché de la dépression, c'était 14 milliards. Et voilà, et je dis, notre technologie s'adresse à un marché comme la dépression. Et le patron de cette formation, il m'a arrêté, il m'a dit, d'accord, donc vous êtes deux, comment vous allez faire? 7 milliards chacun? Et c'est vrai que voilà, tout était dit à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que on avait l'impression que la technologie pouvait s'appliquer à plein de choses et que du coup, forcément, ça allait trouver son marché, forcément, ça allait trouver de l'intérêt. Et en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question. Et c'est là que les questions, par exemple, entre guillemets, de business développement, mais c'est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire de dire quel marché va rencontrer l'innovation et quels sont les besoins. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une souffrance chez vos futurs clients qui va justifier que votre innovation puisse les intéresser? Et cette démarche-là, en fait, elle n'est pas du tout... quand on fait de la recherche, on a l'intime conviction que ce qu'on fait a une application, a une utilité.
Et ça a été vraiment, c'est pour ça que je parle de révolution culturelle. Ça, c'est pour moi un moment très très important où je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se poser la question, il fallait juste se poser la question quel était le meilleur chemin et quelle était la meilleure application pour pouvoir utiliser cette innovation, et est-ce qu'elle avait une application déjà, et est-ce que ça répondait à un besoin ou pas. Donc j'ai une question pour Célia, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait le faire, qu'il fallait investir dans cette société? C'était quoi la vérité, Célia? Non, mais déjà, c'est un processus assez lent. Je pense qu'il y a déjà des signaux à la base qui sont forts, c'est-à-dire qu'il y a une matière première, une découverte qui est forte avec de la forte propriété intellectuelle, et puis il y a une équipe qui a un fort potentiel. Ça, c'est déjà un terreau qui est très très important sur lequel on peut commencer à travailler. Après, comme Franck l'a dit très justement, la première fois qu'on s'est rencontrés, pareil, tu m'avais présenté la dépression sévère. Et là, évidemment, étant investisseur, ce que je savais, ce que tu ne savais pas à l'époque, c'est qu'une start-up, elle se finance par phase. Et quand on démarre, on lève des capitaux, mais on lève assez peu de capitaux. Donc on a en fait finalement assez peu d'argent pour faire beaucoup de choses. Et donc il y a une contrainte supplémentaire qui est apportée, c'est qu'il faut démontrer en plus que son approche, elle marche dans un espace-temps et budget qui est assez limité. Et ça contraint aussi notamment le choix de l'indication. Donc bon, je reviens à la question. On a fait effectivement un travail sur la durée avec Franck, qu'il a fait avec nous, mais qu'il a fait avec beaucoup d'autres personnes, parce que je pense qu'il s'est ouvert à beaucoup de gens, sur le choix des indications, le choix du modèle d'affaires, l'équilibre entre les deux, puisque Terra Nexus est une plateforme, donc on peut faire plein d'indications, on peut se dire, tiens, on va valoriser la plateforme. Bon, on sait très bien qu'on ne valorise pas une plateforme tant qu'on n'a pas démontré une phase 2 sur au moins une application. Donc il y a eu tout un travail de fond qui a été fait par Franck, qu'on a suivi. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je dirais, il y a eu aussi d'autres éléments déterminants, c'est que Franck s'est très bien entouré, c'est-à-dire qu'il a apporté, et on y a contribué un petit peu, des gens au conseil d'administration qui ont pu nourrir aussi cette réflexion stratégique. On a fait rentrer quelqu'un justement qui connaissait très très bien le repositionnement, qui est lui-même un entrepreneur, qui est médecin, une autre personne qui est entrepreneur au conseil d'administration, qui a elle-même développé des sociétés et qui les a introduites en bourse. Franck s'est entouré de leaders d'opinion dans les domaines dans lesquels il voulait développer ses indications. Et tout ça a fait qu'au bout d'un certain temps, finalement, on avait une société qui avait une équipe au sens large du terme, c'est-à-dire des entrepreneurs, un conseil d'administration, des leaders d'opinion, une stratégie, c'est-à-dire, je vais d'abord aller sur la narcolepsie, ensuite j'ai une deuxième indication, ensuite je développe ma plateforme, et donc du coup une feuille de route, et qui a été finalement en mesure de dire, moi j'ai besoin de 4 millions, c'était à peu près ça, pour faire les 3 prochaines années et emmener la société et ses actionnaires, donc les investisseurs, à ce stade-là. Donc c'est toute cette équation sur laquelle on doit travailler en amont, et à un moment donné, les choses se cristallisent. Mais c'est marrant parce que finalement, on a très tôt la conviction. Mais c'est des choses qui sont assez peu palpables. Mais assez tôt, on sent les dossiers qui vont pouvoir aboutir. Mais évidemment... Et justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est déterminant? C'est la science, c'est l'équipe, c'est la valeur économique potentielle, c'est l'ensemble? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble, mais évidemment, l'équipe, elle est déterminante parce qu'une bonne équipe, elle saura choisir la bonne stratégie. Une bonne équipe, les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui justement s'entourent le mieux. C'est justement pas ceux qui disent je sais tout faire. Les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui vont chercher meilleur qu'eux dans les domaines sur lesquels ils ne sont pas compétents. Et ça, nous, on l'observe. Et quand on voit que l'entrepreneur, il s'approprie le projet et il est en train de construire autour de lui une équipe d'enfer, je veux dire, nous aussi, on est emportés par cette conviction. Donc après, c'est vrai que la thèse d'investissement, elle se fait sur l'ensemble des paramètres du dossier. C'est-à-dire, il y a l'équipe, il y a les indications, effectivement, y a-t-il un besoin, y a-t-il un marché, est-ce qu'on a fait les bons choix et les bonnes priorités, est-ce que la propriété intellectuelle est solide, donc on va absolument tout regarder. Et donc il y avait des allers-retours entre vous deux, enfin entre l'investisseur et la société, avec des questions-réponses, j'imagine, au fur et à mesure. Oui, on s'est rencontrés en 2009 et on a fait le premier investissement en 2014.
13, on est rentré un peu avant, et puis 14 sur les 4 millions. Donc vous voyez... Beaucoup d'aller-retour. Hein. Ouais. Mais alors là, c'est atypique parce que je pense qu'on était dans un contexte CEA avec aussi, si vous voulez, il y a des dossiers qu'on reçoit beaucoup. Voilà, on reçoit des dossiers plus matures entre guillemets. Là, il y avait une relation aussi personnelle enfin, c'est la vraie vie, quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc, premier investissement, 4 millions, c'est ça? Oui, très, très beau premier tour de table avec d'autres investisseurs. Oui, c'est pas mal. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait avec ces 4 millions? Vous êtes allé à la banque? Vous avez fait quoi? J'ai acheté des voitures. Belle voiture. Plein de Tesla maintenant sont... Non, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'effectivement, ça a été aussi une chance qu'on ait Célia à nos côtés très tôt, et je ne dis pas ça parce qu'elle a investi. Mais c'est vrai que on parle souvent de smart money concernant les investisseurs, et là c'est le cas. C'est-à-dire que avant de mettre de l'argent, Célia a mis de l'intelligence dans Terra Nexus. Elle a d'abord apporté son expérience et je pense qu'elle a vu passer effectivement beaucoup d'entrepreneurs, donc elle nous a alertés très tôt sur les risques, et donc par rapport c'était aussi ça dans ce qui a fait que ça nous a poussé à y aller, c'est aussi parce qu'on a discuté et que ça a permis de confronter un certain nombre de craintes et de commencer à identifier ce qui était important pour nous. Donc ça a été les premiers pas, et puis après effectivement de consolider les aspects corporate de la société, d'apporter des gens qui étaient compétents pour challenger l'idée de vraiment confronter tout le développement, de le jalonner, parce que je pense que pour un investisseur, si j'ai bien compris, il faut que on limite les risques et qu'on crée de la valeur en peu de temps et avec peu d'argent. Et donc il faut trouver ce meilleur chemin pour eux comme pour nous, parce que je pense que c'est la seule façon de faire grandir et de fiabiliser, en tout cas jusqu'à maintenant c'est le cas. Et donc c'est pour ça qu'effectivement ça a été une chance et qu'on est privilégié de ce point de vue-là, parce que ça a permis de se confronter, et la question qui était de dire effectivement que des structures sont peut-être plus accompagnantes que d'autres, c'est le cas, et en l'occurrence là pour Terra Nexus, ça a été considérablement le cas. Après, vous pouvez trouver des personnes à l'extérieur aussi qui peuvent faire ce travail d'accompagnement. C'est peut-être plus difficile, mais... J'ai une question concernant les peurs que vous avez évoquées. Est-ce que vous pourriez nous donner les raisons qui alimentaient ces peurs? Parce que j'étais statutaire CEA, parce que j'étais responsable d'une équipe et j'avais un bon équilibre et je m'entendais bien avec les gens avec qui je travaillais. Parce que j'ai une famille, parce que je ne savais pas ce que c'était, donc forcément quand on ne connaît pas, on peut toujours avoir des peurs, parce qu'il a fallu convaincre, et par moments c'est déstabilisant, des gens qui sont plus aguerris que vous et qui vous expliquent que c'est pas le bon schéma, que vous n'êtes pas forcément la bonne personne, enfin voilà. Est-ce que le risque financier fait partie de ces parts aussi? Est-ce que vous avez injecté des fonds propres dans cette aventure? Oui, Mathieu et moi, tous les deux, on s'est endettés à titre personnel pour mettre de l'argent dans la société. Donc, comment... Pardon. Oui, est-ce que... Du coup, une question reliée, est-ce que c'est obligé d'investir de l'argent personnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous le déconseille d'ailleurs. Non, mais un petit peu, parce que c'est vrai que quand on a un entrepreneur qui met rien du tout, ça pose quand même problème. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas besoin. Je crois qu'on comprend bien d'où les gens viennent. Et on comprend bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de patrimoine et qui ne peuvent pas investir des énormes sommes. J'imagine que pour l'investisseur, c'est un signe important que l'entrepreneur met de son propre argent dans l'histoire, parce que ça montre un peu son engagement et sa confiance dans la société. J'imagine que c'est un signe positif. Absolument, mais si vous voulez, on sait bien d'où les gens viennent et on ne va pas... Certains entrepreneurs qui ont déjà réussi, c'est sûr, ils peuvent mettre 100, 200 000 euros. On sait bien que quelqu'un qui sort de la recherche publique ne peut pas du tout mettre ce type de montant. Et on ne l'encouragera pas parce que nous, on ne souhaite pas qu'un entrepreneur il soit complètement acculé par des dettes. Enfin, je veux dire... Par contre, ne rien faire, c'est un problème, effectivement. Ouais. Est-ce que vous allez briser le mythe de l'entrepreneur qui n'a pas de salaire ni de vacances pendant 2-3 ans, ou pas du tout? Ou vous nous assurez que c'est comme ça? Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Donc pas Non. du tout, oui, vous avez eu des vacances et un salaire. Oui, j'ai des vacances, plein. Pardon Un salaire monumental validé par Aracélia. Donc... Non, c'est sûr que c'est prenant, mais c'est tellement exaltant. Enfin, en gros, enfin, voilà, c'est sûr que ça change forcément la donne parce que, comme vous le dites, il y a une prise de risque un petit peu. En tout cas, c'est les quelques peurs qui sont là au départ illustrent bien la prise de risque. Donc forcément, vous vous investissez beaucoup pour que ça réussisse. Mais voilà, en même temps, et c'est aussi là-dessus, moi, si vous avez un projet, si ça vous tente, il faut y aller, il ne faut même pas réfléchir 2 secondes. Enfin, je pense que moi, je passe tellement des bons moments. En revanche, là, je vous invite à vous entourer très vite. Moi, j'ai la chance d'avoir Mathieu à mes côtés, et c'est vrai que c'est très important d'être à 2 ou à 3, ou enfin, en tout cas, de ne pas partir tout seul, parce que je pense que c'est dur de confronter ses idées seul. Et donc moi, c'est une énorme chance que j'ai eue de ne pas partir tout seul dans ce projet et d'avoir un cofondateur à mes côtés et qui s'est investi au même titre que moi et qui a pris les mêmes risques, qui a la même énergie là-dedans. Mais c'est pour ça que l'énergie que vous mettez là-dedans illustre les risques que vous prenez. Et elle se transmet à l'équipe. Et c'est vrai que moi, on a fait un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps pour annoncer qu'on avait eu des résultats cliniques positifs. On était très contents, évidemment, parce que ça validait notre idée pour la première fois chez l'homme. Donc c'était vraiment un moment important pour nous. Et j'ai envoyé à des gens du CEA qui ont cru très tôt au projet ça. Et j'ai reçu un message très sympathique. Le message, c'était qu'il me remerciait et puis il me dit quand j'ai vu le projet et que je vois maintenant, il me met putain, ils l'ont fait. Je voudrais juste répondre à la personne qui a posé la question de l'investissement personnel en monnaie sonnante et trébuchante dans le projet. Il ne faut pas se sentir coupable par rapport à ça parce que vous apportez déjà votre matière grise et ça a une valeur immense. Il ne faut pas être frustré et coupable, se sentir coupable de ne pas mettre d'argent. Nous, on se sentait coupable parce qu'on n'avait pas beaucoup de matière grise, du coup on a mis de l'argent. Rodolphe, tu avais une question ? Oui, c'est par rapport à la prise de risque. Vous avez quitté le CEA, mais vous êtes mis en disponibilité. Alors, vous faites bien de me rappeler à l'ordre parce que je crois qu'il me reste à peu près 1 mois pour leur dire si je veux revenir ou pas. Non, parce que là, on parle de modèles de start-up en santé. J'imagine que c'est en bonne santé. Mais il y a des modèles de start-up en mauvaise santé. C'est-à-dire quand l'expérience finalement n'est pas successful, il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas que des success stories. C'est une vraie chance, effectivement, puisque, comme vous le savez, le dispositif au CEA, j'imagine que vous connaissez ce système-là, permet effectivement de se mettre en disponibilité pendant 2 ans renouvelables une fois. Donc 4 ans en tout, sur accord de la direction du CEA. Mais je sais par exemple qu'à l'INSERM, vous pouvez continuer à profiter de votre activité de chercheur tout en étant responsable d'une entreprise. Donc il y a des modalités différentes selon les structures académiques d'accompagnement. Au CNRS, je vais dire des bêtises, mais je sais pas. Enfin voilà. À l'INRA, je crois qu'il existe aussi des choses. INSERM, CNRS, c'est pareil. Je crois que c'est 5 ans la mise à disponibilité, également renouvelable une fois. Ça c'est exceptionnel. Dans aucun autre pays, vous avez ça. Ouais, non, en Angleterre, les gens... 1 année sabbatique à la limite et après c'est fini. Ouais. Mais on n'en profite pas assez. C'était juste une question rapide par rapport au brevet, parce que si je ne dis pas de bêtises, en France, le brevet appartient en fait à l'employeur et non pas à l'employé. Du coup, vous avez dû racheter la licence ou comment vous avez fait ? Alors, j'ai rien racheté. C'est un accord, en fait. À partir du moment où, effectivement, il y a de la propriété intellectuelle, elle est portée, même si vous êtes inventeur et employé d'une structure, elle est portée par la structure, donc le propriétaire et la structure. Là, en l'occurrence, le CEA et CEA Biomodeling System pour un des brevets, qui n'est pas le brevet des produits. Et en fait, après, vous allez négocier un accord de licence qui vous permet en fait d'exploiter la technologie et les brevets
et de vous-même d'apporter, donc de l'emmener jusqu'à un stade qui permet de le commercialiser. Et soit vous commercialisez le produit directement, là en l'occurrence pour nous ça serait de vendre de produire des médicaments et de les vendre auprès du grand public, ou de réaliser un accord de licence à un stade de développement plus précoce auprès d'un industriel qui lui va finir le développement et mettre sur le marché. Et les modalités en fait d'un accord de licence, c'est effectivement de prendre en charge ou non les frais de propriété intellectuelle qui ont déjà été dépensés, de prendre en charge ou non un upfront qui vous permet de sécuriser le fait d'avoir des modalités d'exploitation exclusives mondiales ou non, territoriales, enfin voilà, tout se négocie et c'est une négociation en fonction de l'état d'avancement du projet, de où vous emmenez le projet, parce que là aussi c'est important pour la structure académique de comprendre ce que vous allez faire exactement de la propriété intellectuelle. Si par exemple il vous donne une exclusivité mondiale, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous puissiez l'exploiter et d'en avoir toutes les capacités pour maximiser la valeur de ce qui vous donne. Et puis au moment où vous commercialisez, au moment où vous vendez des choses, eh bien là, il y a des retours pour le CEA, en l'occurrence, avec des modalités qui sont particulières et qui sont spécifiques de chaque secteur d'activité. J'ai une autre question pour Célia, plutôt. J'imagine que dans votre carrière d'investisseur, vous avez eu à faire des changements dans l'équipe dirigeante des sociétés dans lesquelles vous investissez. Vous pouvez un peu expliquer comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Alors déjà, nous, on aime bien donner la chance au produit. Hein. C'est-à-dire que nous, notre scénario idéal, c'est que l'entrepreneur de départ aille le plus loin possible, voire jusqu'au bout. En plus, moi, j'ai été dans une start-up où le fondateur a fait l'introduction en bourse 7 ans après. Et il est resté, je crois, quasiment 9 ans. Et finalement, c'est lui qui a passé la main parce qu'il a considéré qu'on rentrait en phase commerciale et il ne souhaitait plus continuer. Donc, pour moi, ça, c'est le cas idéal. Après, dans la vraie vie, il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut effectivement arriver à un stade où l'entrepreneur n'est plus capable ou n'a plus envie. Parce que nous, on a des entrepreneurs, notamment dans le medtech, où ils lancent sa société et puis ils obtiennent le marquage CE. Et ensuite, il faut commencer à déployer le dispositif médical aux US, en Chine, etc. Et ça ne les intéresse plus. Et ils sont pas très bons là-dessus. Donc effectivement, c'est clair qu'il y a des points d'inflexion qui font qu'à un moment donné, on peut être amené à devoir effectivement changer de dirigeant, puisqu'on est finalement une société qui a besoin de compétences très différentes. Et à partir de là, ce qu'on préfère toujours faire, c'est plutôt de compléter l'équipe par le haut. C'est-à-dire que l'équipe, souvent le CEO devient CSO, c'est-à-dire qu'il reprend des fonctions un peu plus techniques ou médicales. Et effectivement, on met généralement un entrepreneur qui est plus expérimenté dans la partie business, commerciale. Donc oui, ça nous arrive. Comment est-ce qu'on le fait ? On essaie de le faire aussi, déjà dans le respect de l'équipe qui est en place. Donc généralement, c'est un dialogue. On a un dialogue à un moment donné avec l'entrepreneur. On essaie de faire un constat commun sur le fait qu'il faut faire évoluer l'équipe. On en discute. On établit un profil commun et quand ça se passe bien, on recrute ensemble. Après, évidemment, il y a des fois où ça ne se passe pas bien. C'est heureusement la minorité des cas, mais on a eu, sur mon portefeuille, on a une fois eu un cas où effectivement, après avoir signé un mandat, le dirigeant finalement a changé d'avis alors que le nouveau CEO arrivait. Et effectivement, à partir de là, il y a des outils juridiques qui font qu'on peut révoquer effectivement le CEO et c'est très désagréable pour tout le monde. Ça c'est clair. Franck, je reviens au point de départ. Nouvelle société créée. Comment on construit la société ? On recrute ? Comment on fait ? Physiquement ? Physiquement, non, on loue des locaux, on met des annonces. Alors chacun son modèle. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Nous, je peux vous dire comment on a fait, mais je pense qu'il y a 1000 façons de faire. Nous, on a choisi en fait de démarrer en limitant au maximum les coûts de structure. Donc on s'est adossé beaucoup
au CEA, et on a établi des accords de collaboration et prestations avec des structures académiques qui maîtrisaient les approches qu'on souhaitait développer. Et à chaque fois, on mettait, soit on finançait cet accord de collaboration ou de prestation. Éventuellement, on mettait des personnes qui étaient embauchées dans Terranexus. Très tôt, en fait, avant la création, on avait identifié des profils ingénieurs donc là, par exemple, on a une ingénieure qui finit sa thèse au Collège de France dans les domaines qui nous intéressent. D'ailleurs, on est à la recherche de post-doctorants, enfin de jeunes docteurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce que à partir de septembre, on recherche quelqu'un qui ait une formation idéalement de docteur en neurosciences. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez voir de l'intérieur comment ça se passe, ça sera un grand plaisir de vous recevoir. Et donc on a constitué petit à petit ces structures-là. Sachez par exemple, nous on a des besoins de modèles animaux, etc. Donc ça c'est très très coûteux, donc on n'a pas souhaité investir là-dedans. Donc à chaque fois on s'est adossé à des structures qui avaient des modèles animaux pertinents par rapport au choix de produits qu'on souhaitait développer. Et puis petit à petit on a construit. Maintenant on est donc 9 salariés plein temps dans la société, avec donc Mathieu Chavrier qui est en charge de toute la partie recherche et développement dans la société, qui a sous sa responsabilité ingénieur, postdoctorant, doctorant, et on a recruté très récemment un business développeur qui donc nous accompagne justement pour implémenter maintenant beaucoup dans la stratégie de l'entreprise et les phases de commercialisation. On a une directrice clinique également qui nous accompagne parce qu'on a des études cliniques et c'est un métier, on a besoin d'avoir quelqu'un qui l'a fait parce que c'est incroyablement difficile, réglementé et c'est des gros enjeux financiers d'ailleurs pour la société. Hein, c'est les charges les plus lourdes reviennent au développement clinique. Donc voilà, on a constitué ça progressivement et en essayant d'être le plus économe possible. Je me souviens d'une remarque d'un directeur d'un fonds d'investissement qui n'a pas investi dans Terranexus, j'avais trouvé l'étape de levée de fonds un peu difficile et qui m'avait dit bon, il y a eu un mécanisme de dilution, maintenant optimisez le dilutif et foncez chercher du non dilutif pour optimiser, pour maximiser vos chances d'arriver à l'objectif. Puisque en fait, quand vous levez des fonds, traduction. Voilà, je vais traduire. Quand vous levez des fonds, donc en gros, Mathieu et moi, quand on a créé, on avait une partie du capital de la société. Et quand les investisseurs sont rentrés, ils ont pris une partie de ce capital. Et c'est ce mécanisme qu'on appelle la dilution, c'est-à-dire qu'ils diluent les fondateurs au moment où ils rentrent, ils prennent une part de capital qui est une négociation, là encore, en fonction de ce que considèrent comme étant viable par rapport aux étapes suivantes, parce que je pense que pour eux, le plus important, c'est la suite, et de savoir comment l'argent qu'ils ont mis dans la société va avoir un risque limité et une capacité à faire un multiple. Et donc c'est là-dessus que se base le mécanisme de dilution. Donc on perd des parts au capital et ce qu'on appelle le non dilutif, c'est tout ce qui est subvention, aide, grand ANR, financement de fondations, etc. Et qui peut, nous par exemple, depuis la création, on a levé plus de 6 millions d'euros et donc on était à 3,8 en dilutif. Donc voyez, donc on a derrière agrégé quasiment 1 euro en face de chaque euro qu'on avait levé. C'est-à-dire qu'on est sur un budget à peu près de 8 à 9 millions, alors qu'il n'y a eu que 4 millions réellement de capitaux apportés. Et je complète juste sur un sujet. C'est vrai qu'un investisseur ne prête pas de l'argent. Il prend un risque entier, c'est-à-dire qu'il prend des parts effectivement au capital, au même titre que les fondateurs. Donc si ça marche pour les fondateurs, ça marche pour nous. Si ça ne marche pas, on perd absolument tout notre argent. Donc pendant toute la période d'investissement qui peut durer 10 ans, on a 0 rémunération pour le travail qu'on fournit. Donc c'est vraiment un risque porté entièrement au niveau du capital. Votre objectif est de poursuivre jusqu'au bout, de sortir un moment et de céder
investisseur. C'est une option. Ouais. Vous avez... Okay. Il faudrait dire nos objectifs. Qui sont constamment alignés. Non, c'est une option évidemment envisageable. Nous, l'idée, c'est effectivement de continuer à développer les produits. Célia vous parlait de modèles économiques. Les modèles économiques sont dans ces domaines-là. Soit vous développez des produits, vous les commercialisez. C'est très... ça demande beaucoup de capitaux pour pouvoir y arriver, puisque vous savez que pour commercialiser un produit thérapeutique, il faut réaliser phase 1, phase 2, phase 3, et une phase 3 dans n'importe quelle indication du système nerveux central, c'est minimum 100 millions d'euros pour information. Donc voilà les besoins en capitaux. Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout systématiquement. Donc pour nous, l'objectif qu'on s'est donné actuellement, c'est d'emmener le projet jusqu'à un stade qui a le meilleur bénéfice-risque, à la fois pour l'acquéreur et pour nous. Et donc, sortie de phase 2, après démonstration d'apport de valeur chez le patient. En gros, c'est ça l'objectif, c'est-à-dire qu'on emmène nos produits jusqu'à la démonstration d'efficacité chez les patients. Et à ce moment-là, on cherche un acquéreur qui va finir le développement. Ça, c'est nos objectifs. Et puis après, on a fait ça sur, comme l'a dit Célia, on a choisi plusieurs indications pour démontrer que la technologie, non seulement elle fonctionnait, mais elle était déclinable sur différentes activités. À terme, on aimerait apporter la technologie sous forme de plateforme, c'est-à-dire que là, les industriels, on les intéresse plus précocement et la technologie s'applique de façon beaucoup plus précoce et on délivre des accords industriels, toujours des accords de licence. Donc le modèle actuellement qui est envisagé, c'est effectivement plus un modèle de développement industriel qu'un modèle de cession en sortie immédiate du premier produit. Mais on ne se ferme pas, enfin voilà, si un industriel estime qu'à ce stade-là, la société vaut 1 milliard, je pense qu'on y réfléchira. Mais là, vous touchez quand même un point qui est très important parce que c'est très important qu'on partage cet objectif avec l'entrepreneur. Parce qu'en fait, l'investisseur, il est actif, c'est un actionnaire actif et généralement, on est aux organes de gouvernance, c'est-à-dire qu'on est administrateur aussi. Donc c'est très important qu'avec l'équipe dirigeante, on a la même vision pour le projet. Et donc je dirais qu'en santé, si vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas compatible avec les investisseurs, vous pouvez pas créer c'est très important de comprendre l'objectif de l'investisseur, de le respecter au même titre que nous on comprend l'objectif de l'entrepreneur et de viser des objectifs communs. Et il y a beaucoup d'histoires, si vous voulez, de nouveaux investisseurs qui rentrent sur des tours de table ultérieurs, qui tout d'un coup n'ont plus la même vision, et ça peut extrêmement complexifier en fait l'histoire de la société. Et la science dans tout ça, est-ce que vous êtes éloigné de la science? Oui, complètement. J'ai laissé les rênes à Mathieu et j'en suis très content. J'en suis très content parce que je pense malheureusement que j'avais un tempérament de rêveur et que si j'étais en charge de la R&D dans la société, je m'éparpillerais beaucoup plus que Mathieu qui est infiniment plus pragmatique que moi. Et donc je suis très heureux de cet équilibre-là. Ça ne me manque absolument pas. Mes journées sont réjouissantes. Il faut imaginer aussi que derrière l'activité d'entrepreneur, et ça aussi c'est quelque chose que je peux partager avec Mathieu, parce que comme on était au départ à 2, il y a une vision à 360 de l'ensemble de ce qu'on fait, la propriété intellectuelle, le réglementaire, le juridique, le développement clinique, les aspects investisseurs, les aspects corporate de la société, les aspects de développement industriel, d'accords industriels, de compétition autour. Donc c'est extrêmement enrichissant sur le plan. Enfin moi je regrette rien, c'est pour ça, n'hésitez absolument pas, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Et rassurez-vous, on se réunit, c'est ce que je dis c'est ce que je dis à Célia, c'est que je passe plus de temps avec Mathieu qu'avec mon épouse. Mais à côté de ça, voilà, je suis au courant pleinement de tout ce qui se fait. On confronte en permanence les approches qu'on veut mener en termes de R&D, puisque c'est le centre un peu de la société. On est une société avant tout de recherche et développement.
Et c'est vrai que c'est aussi, on peut prendre énormément de plaisir justement à voir ça, à confronter, à faire ces choix, des choix qui sont maintenant beaucoup plus stratégiques, puisque plus on avance et plus ça va être, plus il faut être fin par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à jusqu'où on veut aller, quelles sont les étapes suivantes, est-ce que la technologie qu'on a actuellement va permettre de délivrer tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y a d'autres briques d'innovation qu'on peut apporter pour aller plus loin, etc. Donc voilà, il y a tout ça et c'est extrêmement enrichissant. Vous voulez conclure peut-être par des messages, je sais pas, ce que vous avez envie de dire. Non, enfin, je pense que c'est une aventure humaine extrêmement riche, quoi. C'est effectivement pas que des chiffres, pas que des produits. C'est qu'il y a énormément d'humains dans nos métiers respectifs. Et bon, c'est vrai que c'est une partie du métier qui est agréable et enfin essentielle, en tout cas en ce qui me concerne. Ah bah moi, je vais redire ce que j'ai dit. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Et si vous êtes intéressé par le poste que nous proposons, je reste à votre disposition. Merci beaucoup.